dis, mais attends, arrête. Maintenant, tu n'es plus salarié de la boîte, tu travailles pour toi. Donc, ton temps que tu dépenses, eh ben, soit tu le factures, soit tu dis, mais non, mais je peux pas le faire. Et en fait, il faut changer la mentalité de salarié qui est, j'ai du temps. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Marketing Interview. Alors j'accueille aujourd'hui Frédéric Canvet, un nom qui m'avait dit quelque chose, parce que figurez-vous que lorsque j'ai débarqué sur le web, sérieusement, en 2012, c'est un nom que j'avais déjà vu. Bienvenue parmi nous Frédéric, merci d'avoir accepté cette interview. Alors j'ai l'impression que ça fait une éternité que tu es sur le web. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ben, oui, en fait, pour moi, Internet, c'est juste un prolongement logique. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, quand j'avais 12 ans, mon père m'a offert un ordinateur, un Thomson TO9, pour ceux qui sont de cette génération-là. Pour d'autres, ça dit Thomson sera juste une machine à laver et encore une télé. Mais bon, moi, c'était un premier ordinateur avant même les PC. Et après, j'ai eu un PC, mon père m'a offert un PC. Et donc, voilà, ça a toujours été une passion de faire ça, les jeux vidéo, machin, tout ça. J'ai bossé dans les jeux vidéo au début des années 2000. Et puis après, régulièrement, j'ai bifurqué vers le web parce que les jeux vidéo, c'était un peu compliqué. Et donc, en 2006, je crois, j'ai en fait reçu une claque dans la tête. Qu'en fait, j'étais au bureau. Et moi qui venais en fait d'un site e-commerce, on était à l'époque, on voulait être les concurrents de Rue du Commerce. Et donc, en fait, bon, on n'a jamais réussi à les rattraper, mais bon, tu voyais, on était dans le sillage. Et donc, moi, vraiment, je me disais, waouh, putain, Fred, ça y est, t'es au top et tout ça. Et en 2006, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit stagiaire qui arrive à mon bureau et qui me dit, tiens, regarde, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et je dis, oh putain, merde. J'avais pris une claque et j'étais un peu en retard. Et en fait, j'ai décidé de monter mon blog qui s'appelle Conseil Marketing. En même temps, avec des potes, on a voulu monter une startup qui a fait Stardown. On n'a jamais d'ailleurs décollé. Et donc le blog que j'avais, conseilmarketing.com, c'était au départ mon bloc-notes où je mettais en fait toutes mes idées. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, j'étais avec un pote qui s'appelait Boris Schrenzel, et qui lui était super inspiré par les marketeurs américains, qui avait lancé son activité de coaching en ligne 2 ans, en 2006 ou quelque chose comme ça, ou 2008. Boris, et donc, c'est pas le fondateur d'Art de séduire ? Exactement. Donc Boris, qui à l'époque était vraiment en avance parce qu'il arrivait à vivre de ses blogs et faire vraiment un bon business. Et là encore, il vit encore de ça. Il doit avoir 3-4 salariés maintenant. Ouais, et donc, vraiment... La dernière fois, seule fois où je l'avais rencontré, il faisait mieux qu'en vivre. Hein. Ah oui, Boris, il est très très bon là-dessus. Et puis surtout, en fait, il a un mindset qui est très américain. C'est-à-dire qu'en fait, il a su très tôt qu'il fallait déléguer, qu'il fallait sous-traiter, qu'il fallait automatiser. Et moi, j'étais beaucoup dans l'artisanal. Il me disait non, il faut qu'on fasse automatiquement les logins mot de passe et tout ça. Et en fait, on a créé cette fameuse formation dont tu as parlé tout à l'heure. Je crois que ça doit être la première ou la deuxième formation sur le blogging en France. Et voilà, donc c'était un truc qui était sympa. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte d'une chose qui est vraiment importante, c'est que il vaut mieux faire quelque chose à deux que essayer de le faire tout seul. Et ça, maintenant, je l'ai développé systématiquement. Tu vois, par exemple, quand j'ai écrit mon bouquin Le Gros Hacking, au début, je savais que j'arriverais pas à le créer tout seul. Donc, j'ai préféré, en fait, demander à 4 personnes. Donc, 4 personnes, j'ai demandé, ouais, on va écrire ensemble un bouquin sur le gros hacking. Sur les 4, il y en a un qui m'a lâché quasiment tout de suite, un deuxième qui m'a lâché un peu plus tard, et le deuxième l'avant-dernier qui m'a aidé. Et on va dire le troisième, il m'a surtout écrit un chapitre et puis c'est tout que j'ai réécrit en bonne partie. Donc finalement, le gros hacking, on l'a écrit à deux et c'était vraiment un coup de bol. C'est donc un des co-auteurs qui m'a écrit un chapitre, Olivier Jasinski, d'Oclid, qui m'a mis en rapport avec un gars qui connaissait à Grenoble qui faisait du gros hacking, donc Grégoire Gambatouf. Et donc en fait, on a écrit comme ça le bouquin, mais à distance, sans jamais se voir, sans jamais se caler, juste en se disant voilà le chapitre c'est là avec des Google Docs. On a fait tout ça ensemble, c'est top. Et Grégoire a fait une super réussite. En fait, là, on parle de créer sa boîte, son entreprise. Moi, je suis donc les deux, je suis ce qu'on appelle un slasher. J'ai une activité à la fois avec mon blog depuis une dizaine d'années, même 12 ans, et mon activité de salarié, product manager. Et donc, Grégoire, lui, a vraiment cartonné puisqu'il a montré sa propre boîte. Là, je crois que c'était une dizaine ou vingtaine de salariés. Et maintenant, il est passé à la suite puisqu'en fait, toutes les entreprises de services
au bout d'un moment, s'ils veulent véritablement décoller et avoir un revenu récurrent, enfin, il faut mettre un revenu récurrent. Et là, en fait, après avoir fait donc du consulting, développer ses propres outils, et ben maintenant, il va les vendre et je pense qu'il va se lancer vers l'édition de logiciels pour vendre des outils et du consulting avec. Donc, c'est comme pour le blogging. Le stade 1, c'est la publicité, mais ça rapporte plus rien du tout maintenant. Ouais, Stade bon, 2, c'est vendre tes ça produits, n'a jamais un peu de rien consulting, rapporté. après les outils. Bah, toi, tu as aussi Aurélien Macker qui a suivi ce chemin-là. Il était blogueur. Et d'ailleurs, ça t'intéressera au début, comment Aurélien a réussi à cartonner sur le web. C'est qu'en fait, il est monté à Paris, il venait d'Australie, et en fait, il a rencontré Je tous connais, les hein, gens. je connais. Ouais. Et tous les gens qui comptaient un petit peu à l'époque, il y a très longtemps, dans le blogging, il les a tous rencontrés, discutés, mais on allait quoi, une, deux fois en boîte d'ailleurs. Aurélien, c'est un sacré tchatcheur. Hein. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Si, si, Waouh, si, si. waouh, waouh. Si, Il a vraiment un tchatch. j'apprécie, ce que j'apprécie chez Aurélien, et ce que j'appréciais de cette époque-là, c'était sa capacité à comprendre ce que l'homme de la rue veut et comment le lui vendre. Ce qui est tout le contraire de mon fonctionnement. Je suis trop compliqué, trop perché, trop attello. Et donc j'admire ça chez lui, mais forcément, on n'a pas grand-chose en commun. Ah, bah oui, oui, je sais pas. Hein. Et donc voilà, donc lui aussi, il a fait ce système-là et t'as pas mal de gens qui ont progressé comme ça. T'as Anthony Nevo aussi, Anthony Nevo qui est un blogueur qui était, moi ce que j'appelle c'est les néo-blogueurs, c'est les gens qui sont arrivés il y a allez, 5 ans, 6 ans, puis maintenant il y a encore les néo-blogueurs. Et en fait lui, Anthony, c'est assez intéressant parce que il a mis du temps avant d'avoir le déclic, et c'est ça qui est un problème souvent quand tu es entrepreneur, infopreneur, etc., c'est d'avoir le déclic business, surtout quand tu es salarié. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de temps à l'avoir, et ce déclic business, j'ai eu il y a, on va dire, un an et quelques à peine, parce que beaucoup de gens ont le syndrome de l'imposteur, c'est que tu n'oses pas facturer, ont le problème de générer de l'argent, ont des problèmes de rapport à l'argent, surtout si tu es comment moi j'étais au KT quand j'étais jeune, etc. Donc l'argent, c'est toujours un peu quelque chose d'un peu tabou. Donc tu as pas mal de choses comme ça. Le fait d'être salarié, de cumuler tout ça, c'est compliqué de passer et de monter sa boîte. Et faut travailler un petit peu sur soi-même et avoir des bons effets. C'est intéressant que tu évoques ça parce que je me souviens encore très bien en 2012, donc avant qu'Olivier Roland lance son offre Blogueur Pro, qu'on lui avait posé la question et de critiquer votre offre à l'époque qui était pricée à moins de 100 euros. Et une des critiques que peu de gens ont compris, c'était justement, ils critiquaient le fait que vous n'abordiez pas la création de produits. Et Blogueur Pro, c'est plus une offre. Blogueur Pro, parce que moi j'ai été client de Blogueur Pro, ce qui m'a permis de débloquer pas mal de problématiques. Mais c'est justement un des problèmes des gens, c'est de créer des offres. C'est pas juste de bloguer pour bloguer, c'est de créer des Ouais, produits derrière. alors en fait, à l'époque, pour être tout à fait honnête, c'était Boris qui m'avait dit non, je préfère pas mettre la partie création de produits parce que c'est des gens qui vont me faire concurrence. Et ben, tu vois, c'est marrant parce que là, on est 8 ans plus tard. Peut-être que vous auriez raflé le marché d'Olivier Roland. Oh non, non, parce qu'en fait, on n'avait pas la même volonté en fait. Olivier était vraiment sur le fait que tu blogues pour gagner ta vie, etc. Et nous, on était un petit peu entre deux eaux. Mais parce que c'était pas, fallait vraiment. Olivier a un super esprit de business. Et je pense que avec Boris, on l'avait pas suffisamment pour cette formation-là que j'ai fait évoluer depuis, etc. Mais bon, ça a aidé quand même les gens à lancer leur premier business et on parlait de sources de monétisation, mais on n'allait pas suffisamment dans le détail. Tu vois, on dit que ben voilà, tu crées ton produit, tu crées un e-book, etc. Tandis que Olivier concentre, et c'est ce qui a raison, c'est que tu concentres sur le business et ensuite, après, tu vas créer le contenu. Et nous, on était plutôt sur créer le contenu, puis ensuite, tu vends un truc. Et maintenant, moi, si je donne un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le blogging ou n'importe quelle activité, c'est de dire, est-ce qu'il y a vraiment un marché monétisable? Parce que moi, j'ai lancé des blogs assez régulièrement. À un moment donné, j'en ai eu une quinzaine et j'avais du temps à l'époque. Hein. Et il y en a pas mal que j'ai créés qui ont commencé à avoir du trafic mais qui n'étaient pas monétisables. Par exemple, j'avais lancé un blog sur l'iPhone à l'époque parce que c'était le début de l'iPhone et ce blog-là commençait à faire du trafic, il cartonnait pas mal. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'arrivais pas à monétiser. Je m'étais dit, bon, tu vas vendre des coques, des accessoires pour iPhone, des applications payantes.
En fait, c'était pas suffisant. J'avais pas bien préparé le business plan au départ. T'étais Et peut-être là, j'ai trop encore des tôt potes par maintenant. rapport à. T'étais même trop tôt par rapport au dropshipping, quoi. Ah ouais, ça n'existait pas. Voilà. Ça n'existait pas. C'était par Amazon. En fait, tu touchais des coms sur de l'Amazon le plus souvent, ou alors de l'App Store, donc tu gagnais que dalle, quoi, ou très doubleur, enfin des vieux trucs. Mais même, j'ai encore un pote maintenant qui est super bon en référencement, qui génère des centaines de milliers de vues tous les mois. Et en fait, il n'a pas passé le déclic. Il y a vraiment un déclic important. Il est resté sur, voilà, je crée des blogs. Il a 130 ou 140 sites qui sont alimentés en grande partie en automatique. Mais il est extrêmement bon, extrêmement bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il est encore resté sur la mentalité, je vends des liens, je fais des articles sponsors, je fais de la pub. Et il n'est pas passé au stade, mais ça ne va pas. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est dire, mais combien d'argent je veux atteindre, quel chiffre d'affaires je dois faire et comment je vais y arriver. Et donc, en fait, moi, c'est un petit peu un déclic que j'ai fait. C'est, voilà, tu dis, mais Fred, attends, si tu veux vendre tel truc, comment tu vas faire? Et tu essaies de trouver les bonnes solutions. T'as juste, bah, si je veux ça, il faudrait plutôt que je fasse ça. Mais non, j'ai pas ça. Et le deuxième truc, c'est la North Star Metric, j'en parle souvent. North Star Metric, c'est l'étoile du Nord. C'est-à-dire, The Only Metric That Matters, ou NTM. C'est-à-dire qu'il faut dire, mais quel est vraiment l'indicateur qui va me permettre de diriger ma boîte? Parce que moi, pendant très longtemps, j'avais le trafic. Et quand mon trafic baissait, je disais, oh putain Fred, faut que tu crées des articles, faut que tu fasses des liens, faut que tu fasses du guest posting. En même temps, bah, j'avais le nombre de leads que je générais tous les jours. Je disais, putain Fred, il t'en faut 100 par jour. Maintenant, j'ai diminué, j'en veux moins de 100. À l'époque, je voulais 100 leads tous les jours. Et donc, je maniais mes fesses pour faire du lead. Et en même temps, je disais, non mais Fred, faut aussi que tu fasses du chiffre d'affaires. Et donc, j'avais ces trois trucs. Et à chaque fois, d'un côté, je partais à gauche, à droite, etc. Même si ils se rejoignent un peu, mais c'était pas pareil. Et là, maintenant, je dis, non, mais Fred, tu vas te concentrer sur un seul métrique qui est important, et c'est le chiffre d'affaires. Et c'est celui-là que tu vas te concentrer. Et ça a changé pas mal de choses, parce que là, maintenant, je me dis, mais non, Fred, ça sert à rien d'aller créer un article de blog. Ce que tu dois faire, c'est peut-être plutôt optimiser les articles existants, c'est peut-être plutôt sortir un nouveau produit, c'est peut-être faire une nouvelle vidéo, et c'est travailler plus là-dessus ou travailler sur la conversion. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai encore quelques blogs qui traînent. J'en ai un ou deux sur le CRM parce que c'était un petit peu mon cœur business quand j'étais chez un gros éditeur de CRM. Et donc, en fait, j'ai gardé ce blog-là. Puis c'est vrai qu'il génère un peu de leads, mais voilà, un tout petit peu, mais il convertit super mal. Et je me dis, mais Fred, putain, réfléchis 2 secondes, quoi. Et c'est vrai que j'utilise le gros hacking pour faire un bilan. Je me dis, mais qu'est-ce que tu dois faire? Et en fait, je dis, ah, mais Fred, ce que tu dois faire, bah, attends, tu vas mettre tout de suite dans ton autorépondeur, dès le 2e ou 3e jour, directement une offre d'essai vers 2 offres. Tu leur laisses pas le choix à se dire, ah tiens, c'est intéressant de mettre un CRM pour ce site-là. Non, tu vas précisément là-dessus. Tu vas mettre une publicité dans la sidebar pour 2 solutions que tu connais qui sont bonnes. Tu vas également mettre en fait tes visuels de publicité beaucoup plus en avant. Et j'avais créé aussi des modèles de cahiers des charges qui sont des cahiers des charges pour des solutions de CRM qui sont en fait vraiment précises sur l'acte d'achat. Pas avant l'acte d'achat, pas au milieu où les gens sont un peu en évaluation, mais vraiment dans l'acte d'achat. Parce que ça aussi, c'est une erreur quand on fait du blogging, c'est arriver trop tôt. Je te donne dans le cas du CRM que je connaissais bien et que j'ai beaucoup pratiqué. Pendant longtemps, j'étais en train de me dire, bah, tiens, il faut créer du contenu un petit peu pour éduquer. Par exemple, qu'est-ce qu'un CRM, à quoi ça sert, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces contenus-là étaient trop tôt. Parce que quelqu'un qui veut avoir une définition du CRM, dire que il se pose un peu la question, il sait même pas ce que c'est. Alors le temps que ça mature dans son esprit, il en a pour 1 an, voire 2. Et souvent, c'est des gens qui sont des TPE, des PME, Pas de budget, et qui n'ont pas de budget. Et puis un CRM, ça sera dans tellement longtemps, il y aura tellement d'autres priorités. Et donc je m'étais concentré plutôt sur les fins du cycle d'achat, qui étaient je veux un comparatif des solutions de CRM en France, je veux ceci, cela. Et là, tu es vraiment dans du prospect chaud et tu vas créer tes contenus en fonction de ça. Là, on voit qu'en fait, ça nécessite, à la place du blogging, ça nécessite plein de compétences de marketing et de vendeur et de se positionner. Ouais, en fait, je trouve que maintenant, le web est devenu très compliqué parce que il y a 20 ans de ça, quand j'ai débuté sur le web, tu faisais e-commerce, Internet, tout ça, c'était un peu la même chose. Maintenant, c'est devenu tellement spécialisé que tu peux plus faire tout.
On parlait tout à l'heure de dropshipping. Dropshipping, moi, il y a des gens qui me disent, ouais, est-ce que tu peux m'aider? Je dis non, non, moi, l'e-commerce, c'est fini. Je suis plus à la page. Les places de marché, savoir acheter, être bien positionné sur Amazon. Je connais les bases, mais entre connaître les bases et réaliser, c'est pas la même chose. C'est comme voir des courses de F1 à la télé et conduire une Formule 1, ça n'a rien à voir. Il faut pratiquer. Et donc, voilà, c'est plus possible d'être un expert dans tout. Et même dans mon domaine qui est le blogging, tu vois, moi, je suis plutôt bon en création de contenu, un peu en référencement, je suis quand même moins bon que certains. Voilà, j'arrive à me tirer un peu mon épingle du jeu. Et par exemple, pour Facebook Ads, Google Ads, j'ai pas un niveau de quoi donner des leçons aux autres parce que c'est devenu tellement sectorisé qu'il parfois il vaut mieux faire appel à un expert. Maintenant, tu vois, c'est aussi une des leçons que j'ai apprises, c'est que si tu veux réussir sur le web, à un moment donné, il faut déléguer, sous-traiter. Par exemple, pendant très longtemps, moi, j'étais à me démerder tout seul pour quand j'avais des petits bugs, des choses comme ça. Maintenant, j'hésite pas à mettre un petit peu d'argent pour que ça me soulage l'esprit et que quelqu'un le fasse à ma place. Pareil pour je pense un de mes meilleurs investissements. Ça a été il y a 3-4 ans de ça quand j'ai pris mon assistante virtuelle qui est à Madagascar, qui s'appelle Sabrina. Et en fait, je lui donne en fait des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, parce que malheureusement, là vraiment, c'est ce que je me suis rendu compte, tu ne peux pas sous-traiter le très bon contenu. Tu peux sous-traiter un petit peu le contenu moyen, normal, ça. mais ton expertise, ta valeur ajoutée, elle est là-dedans. Et donc, tu peux juste commencer à préparer les choses, mais tu peux pas lui donner tout. Et il y a plein de gens qui disent, mais trouve-moi un bon rédacteur, trouve-moi quelqu'un qui peut écrire sur tel sujet. Cherche plutôt un passionné, si tu veux un passionné. S'il était bon, il le ferait pour lui. Hein. Ouais, encore c'est pas sûr. Parce que tu as beaucoup de gens justement qui n'ont pas cette mentalité d'entrepreneur et qui, ont du mal à switcher. Parce que là, je m'en rends compte, parce qu'il y avait plusieurs amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu t'es pas lancé? Je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y a un test qui est super simple. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques, qui est un peu joueur. Si toi, tu me dis, je mets tous mes économies sur un livret d'épargne et je mettrai rien dans la bourse, rien dans l'immobilier, rien ailleurs, c'est un peu mal parti parce que c'est que tu es un peu allergique au risque. Alors d'ailleurs, toi, quelle est la structure de tes investissements financiers? Moi, aujourd'hui, j'ai... Alors là, actuellement, je suis liquide, mais j'ai de l'argent en bourse. Ouais. J'ai de l'argent à gauche pour les enfants. J'ai de l'argent dans les cryptos. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des dépenses dans des business comme ça. Donc, j'investis effectivement dans mes business en ligne, dans le marketing de réseau, etc. Donc, effectivement, je suis diversifié. Et je suis entièrement d'accord avec toi que, tu sais que moi, j'ai commencé à bloguer en 2006. Donc, au même moment, sur un site en espéranto, puisque c'était le moment où on était à fond dans le bilinguisme de nos enfants. Ce qui veut dire que j'étais au bon moment, mais j'étais même pas prêt à dépenser 6 € par an pour avoir mon propre nom de domaine. Et le gros switch, ça a été ça. Ça a été de te dire, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de voir ça comme une dépense et voir ça comme un investissement. Mais mine de rien, c'est une barrière mentale. Tu vois, j'étais bloqué. J'étais arrêté par 6 € par an en me disant, ouais, mais si pendant 10 ans ça ne marche pas, j'aurais cramé 60 €. Donc ça, c'était la mentalité que j'avais en 2006. Ce qui est un peu stupide parce que pour les trucs qui me faisaient plaisir, comme par exemple le micro que j'utilise là, qui vaut quand même plusieurs centaines d'euros, je l'ai acheté en 2006. Donc on voit bien que c'est une question d'arbitrage. C'est peut-être pas une question d'argent, c'est une question d'arbitrage et de mentalité. Je suis entièrement d'accord avec toi. Quelqu'un qui aujourd'hui vient me voir en me disant j'aimerais entreprendre ou j'aimerais que ma vie soit différente et qui n'est pas prêt à mettre un peu d'argent pour acheter des produits, pour mettre un peu de temps pour quelque chose, pour mettre 15 € dans un site web par mois, parce que c'est à peu près 20, que ce soit chez System.io, Builderall ou ClickFunnels, ça va être un peu plus, mais tu peux même avoir ton site sans rien y connaître pour quelques dizaines d'euros par mois. C'est vrai que quand tu regardes si ça merdouille pendant 2 ans, tu vas y laisser quelques centaines d'euros. Mais si tu n'es pas prêt finalement à perdre ces 500 €, c'est que tu n'es pas fait pour. Hein. Ouais, mais après, il y a un switch, comme tu l'as dit, il y a un switch de mentalité. Je te donnerai un exemple. Moi, en fait, je mets en loc mon ancien appart, là, et c'est vrai que, alors, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais beaucoup de gens que je connais qui ont investi dans l'immobilier, la première année, c'est l'année des galères. Moi, tu vois, je l'ai donné en loc en novembre.
En décembre, il y a le chauffe-eau qui a pété. Puis les locataires qui m'appellent disant ding dong, on a de l'eau qui coule, des chauffe-eau, c'est normal. Oh putain. Et 2 mois plus tard, c'est la fenêtre qui prenait l'eau, un gros orage. T'as la fenêtre qui prend l'eau et puis a priori, la fenêtre a joué, je ne sais pas pourquoi. Et toi, t'as 800 balles de chauffe-eau, t'as 2500 balles de fenêtre. Et c'est vrai que ma femme me disait, oh là là, on n'a vraiment pas de chance, c'est pas de bol, etc. Et en fait, j'ai dit, mais non, 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 il faut changer ta mentalité. Il y a un bouquin qui s'appelle Changer votre vie, changer vos questions de Anne, je sais pas quoi, qui est vraiment intéressant et et ça m'a aussi aidé à travailler cette mentalité-là. C'est dire, ok Fred, non mais non, parce que j'étais parti sur le principe, oh quelle galère, avec cet appart-là, on n'a que des merdes, c'est pas possible, alors que nous on a vécu dedans pendant 5 ans et on n'a pas eu de soucis, quoi. Et donc, et je me suis dit, mais non Fred, change ta mentalité, dis-toi, c'est un moyen de faire valoriser ton appartement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des fuites d'eau, ça va être des problèmes, etc., etc. Il vaut mieux que ça se passe comme ça, que tu changes un truc, tu augmentes la valeur, blablabla. Donc, faut vraiment changer sa mentalité et pas être en mentalité victime. Parce que beaucoup de gens sont dans cette mentalité victime, genre, oh, j'ai vraiment pas de chance. Comme le Covid. Le Covid aussi, au début, moi, j'étais en mentalité, oh putain, quel bordel, ça va être compliqué. Et après, je dis, non, mais profite, en fait, de ce moment-là. Qu'est-ce que tu peux faire? Et en fait, j'ai bossé plus pour mon boulot pro et mon boulot perso. J'ai été plus proche de mes enfants. Et même si c'était un petit peu compliqué, à un moment donné, bon, j'ai lâché prise. J'ai dit non, mais Fred, tu n'arriveras jamais à arriver au même niveau de productivité qu'avant le travail, parce que c'est pas possible. Mais je me dis, ouais, c'est un moment exceptionnel. Bon, alors maintenant, c'est avec le recul, hein, un moment exceptionnel pour être plus proche des enfants et se poser les bonnes Tes questions et enfants passer de cette sont mentalité de relativement jeunes. victime. Tes Ouais, enfants ouais, ils sont ont 2 ans et relativement 6 ans. jeunes. Ouais, ouais, effectivement. C'est pas la même expérience que les miennes ont 14, 18 et 20, 21. Ça D'accord. n'a pas été la même expérience. Ouais, mais je pense qu'elles sont plutôt sur le portable, ou la tablette ou Internet, et il faut plutôt leur dire, eh non, non, il faut que tu fasses tes cours, je pense, d'être un peu difficile. Nous, on est très responsabilité. Hein. Bon, l'aînée a été par hasard ici, à travailler à l'hôpital, du coup, parce qu'en fait, elle est étudiante en médecine, donc elle était en première ligne, donc, comme soignante. La deuxième avait son Corona-Bac, donc c'était un autre Ouh. stress. Avec le lycée 4.0, tu vois, l'écran, tu oublies la limitation d'écran, puisque c'est carrément le lycée qui fournit l'écran. Donc c'est un peu différent. Et puis la dernière, de toute façon, ça faisait un bout de temps qu'elle n'allait pas au collège, donc ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. Donc je pense que c'est vrai que ça a été un très grand révélateur de situations familiales, personnelles, extrêmement différentes, et d'attitude face à quelque chose d'inattendu. Ouais, ouais, mais bon, là, avec le recul, je pense que les gens c'est comme quand tu as eu des problèmes. Là, quand tu fais ton premier enfant, généralement, tu attends 1 ou 2 ans avant de faire le deuxième parce que putain, t'as galéré. Enfin, nous, on a galéré pour notre première. Donc, t'oublies un peu tout ça. Puis après, tu dis, oh putain, quand t'as le deuxième ou le troisième ou le X, tu dis, ah, j'avais oublié les couches, j'ai oublié les nuits courtes, j'ai oublié ceci, cela. En fait, on retient souvent que le positif d'une situation. C'est pour ça aussi qu'on a ce côté-là. Mais voilà, donc, essayez de positiver, changez vos questions. Je crois que j'essaierai de vous retrouver, c'est posez-vous les bonnes questions, changez de vie, changez de questions, un truc comme ça. C'est vraiment un bouquin qui est intéressant parce qu'il change le fonctionnement et il t'oblige en fait à changer ta mentalité et c'est pas positiver, mais se poser les bonnes questions. Par exemple, comme je te disais, le Covid, putain, il y a plein de gens qui disent, oh la vache, c'est la galère, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Et tu vas plutôt dire, ok, tu assumes qu'il y a ce problème-là. Alors maintenant, comment je fais moi pour en faire en sorte que cette situation de Covid, j'en tire le meilleur. Et là, tu changes ta mentalité. Et comme pour le problème de locataire, je me dis, merde, putain, encore le chauffe-eau, encore le machin qui a pété, je suis flat cette année au niveau revenu. Putain, ça te fait chier. Il dit, bon, non, mais comment je peux payer? Oui, en fait, finalement, ça va déduire de mes revenus. Finalement, je vais payer moins d'impôts, etc., etc. Voilà. Et il y a un autre bouquin qui est assez sympa, toujours sur le rapport à l'argent, c'est Esprit millionnaire. Et ce bouquin-là est vraiment intéressant parce que, en fait, parfois, tu as un peu trop tendance à être un peu limité et ça concerne beaucoup de gens, en fait, qui même s'ils gagnent plus d'argent, ils claquent plus et finalement, ils ont
pas plus de revenus. Il reste toujours rien Et en donc, en caisse. fait, ouais, voilà, et tu te dis, mais comment tu fais pour avoir plus de pognon et toujours. Et en fait, tu as un rapport à l'argent, et même moi, tu vois, à un moment donné, c'est vrai que j'avais tout le temps à peu près le même salaire ou les mêmes revenus, etc. Et en fait, il faut travailler sur cet élément-là pour dire, non, mais ok, je peux gagner plus, etc. Et pareil pour ton chiffre d'affaires, en disant, mais comment je peux faire pour avoir plus de chiffre d'affaires? Et il faut passer une barrière. Et là, j'étais, il n'y a pas très longtemps, en train de déjeuner avec Mathieu Vémis de Penser Agir. Il y a aussi qui a une très très bonne technique de monétisation. Il a vraiment travaillé fortement sur l'automatisation, la création de contenu, la sous-traitance, etc. Donc Mathieu est vraiment très très bon, un expert de ClickFunnels. Donc il y a vraiment des trucs sympas. C'est Et un un des peu comme premiers en Grégoire. France qui a embrayé dans ClickFunnels. Ouais, il est très très bon là-dessus. Et donc, en fait, Mathieu, toi, il avait son business et puis voilà, ça marchait plutôt bien. Et en fait, il a eu une révélation. Je crois qu'il allait à une conférence, soit c'est Romain Collignon, soit c'est un autre infopreneur français. Je sais plus si c'est Ça doit être David Romain. Laroche. Ouais. Je crois que c'était David Laroche. Peut-être l'un ou l'autre. Voilà. Et donc, en fait, il a eu le réflexe en disant non, mais s'il veut passer un cap, il faut casser son système actuel. Et c'est vrai que la plupart des boîtes là, en fait, tu as un système qui marche, et au bout d'un moment, tu es obligé de péter le truc, autrement tu casseras jamais le plafond de verre. Et lui, il est passé d'un système où en fait, ils vendaient plein de petits produits sur la réussite, le couple, le machin, tout ça. C'est vraiment sur le développement personnel. Et il est passé sur des produits qui étaient beaucoup plus chers, avec un système de vente différent, avec des web séminaires, etc. Et c'est vrai qu'il dit, ah bah finalement, là, je suis en train de switcher et je réussis mon pari et c'est le seul moyen que je vais avoir pour en fait briser ce plafond de verre en fait. Mais au cours de cette discussion, on voit que tu cites plein de gens qui l'ont fait. On voit que c'est jamais facile non plus. Hein. Tu as le storytelling, que tu prends le. C'est ce que j'apprécie dans le livre d'Aurélien Macaire, c'est d'avoir l'envers du décor. Tu te rends compte que ça n'a pas toujours été simple non plus, puisqu'il avait l'honnêteté de partager ses doutes et les fois où il a payé Sébastien le marketeur, plus les billets d'avion pour aller faire le clown au Brésil, pour enregistrer les vidéos. Nous, maintenant, on sait que c'est un lancement qui a fait 500 000 euros derrière, mais lui, au moment où il a fait le chèque de 20 000, il ne le savait pas. C'est quand même pas évident du tout, mais c'est faisable. Quel serait ton conseil aujourd'hui, puisqu'on n'est plus en 2006, malheureusement, c'est plus aussi simple, j'ai l'impression, de lancer un blog que quand tu as démarré, on n'est plus en 2012 non plus. Quel serait ton conseil aujourd'hui pour quelqu'un qui a envie d'être salarié et qui ne se voit pas parce qu'il a une famille, lâcher tout comme ça, mais prendre sa part sur le web comme tu as pu l'apprendre? Alors, ça c'est une très bonne question. Et à chaque fois qu'on me dit ça, je dis, je cite Confucius qui dit le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 25 ans et le second meilleur moment c'est maintenant. Alors oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais on peut toujours réussir parce qu'en fait, comme je te parlais tout à l'heure de néo-blogueurs, je te parlais de blogueurs, en fait, tu as toujours un moment, en fait, les gens switchent. Et moi, par exemple, pendant très longtemps, j'étais sur l'ancienne méthodologie de blogging, avec du vouvoiement, avec des trucs un peu sérieux. D'ailleurs, à l'époque, tu vois, conseil marketing, les gens disaient, mais putain, vous êtes combien dans votre boîte? Ben, moi, je suis tout seul. Et encore, une fraction. Hein. Ouais, voilà, une partie de moi, là, un quart de moi. Et donc, en fait, non, et en fait, c'est dire que tu as toujours moyen de réfléchir, il faut juste repenser différemment les choses. Par exemple, là, tu vois, par exemple, YouTube, il y a plein de gens qui ont cartonné rien qu'à YouTube parce qu'en fait, ils connaissaient les codes. Il y a plein de gens qui ont cartonné grâce à Facebook Ads, là, tu vois, les néo-entrepreneurs d'il y a qui sont arrivés depuis 2, 3, 4, 5 ans. En fait, ils ont cartonné parce qu'ils maîtrisaient Facebook Ads, qui était un nouveau moyen de pouvoir toucher plein de gens. Chose que les anciens blogueurs qui osaient jamais mettre du pognon dans la publicité, et ben en fait, étaient bloqués. Donc en fait, t'as toi par exemple, il y a pas très longtemps, j'ai parti un bouquin qui s'appelle Les 15 ans du web, avec plein de marketeurs qui ont créé leur premier blog en 2006 ou avant. Et en fait, tous ces gens-là sont restés dans les vieilles manières avec du consulting, du truc blabla stratégique, etc., etc., et ils sont pas passés à la suite. Moi, j'essaye à chaque fois de switcher, et le gros hacking, par exemple, m'a permis, en fait, comme ça, de passer à un autre niveau parce que tu peux plus faire la même chose qu'avant. Et pour répondre à ta question, oui, tu peux encore réussir, il faut juste faire quelque chose de manière différente et adaptée aux outils qu'il y a maintenant. Par exemple, je vois Grégoire, voilà, Grégoire Gambato,
tu vois, il a écrit bouquin avec moi. Et donc, en fait, lui, il a monté direct une boîte de consulting. Il a embauché des équipes de dev, etc., etc. Et il a monté sa boîte. Il a fait après des formations vidéo pendant le Covid parce qu'il avait besoin un peu de pognon parce que le consulting s'était effondré. Mais donc, voilà, tu peux encore y arriver. Il faut juste trouver le bon angle. C'est-à-dire que tu peux plus faire blogueur généraliste. Il faut en fait trouver une cible qui a un problème urgent et important et monétisable. Moi, je me dis, enfin, après, c'est dans le B2B, hein. Si tu n'as pas une personne qui est prête à payer 500 balles pour une journée pour être aidé, ça va être compliqué après d'en vivre parce que les gens n'ont pas finalement un problème si important que ça. Ou au moins 250 balles pour une demi-journée. C'est vrai qu'à l'échelle d'une entreprise, c'est un problème de 500 €, c'est de la blague, quoi. Mais même pour un particulier, par exemple, moi, je suis très ami avec Amélie, qui est en fait artiste peintre et qui est un des premiers blogs, je pense que le premier blog français sur la peinture. Tu tapes Amélie avec à la fin. Et donc, en fait, elle a eu ce problème-là aussi. Elle était artiste peintre. Elle avait un blog où elle expliquait ses techniques de peinture. Elle expliquait la peinture, comment faire des cadres, comment aller exposer, etc., etc. Et elle a eu le switch de dire, ah ouais, mais c'est vrai que vendre ma peinture, c'est bien. Maintenant, en fait, avec son mari Gilles, ils commencent à proposer du coaching, du consulting. Ils vendent un certain nombre de produits. Là, ils sont, je pense, à une petite dizaine d'e-books sur Instagram, machin, etc., etc. Et donc, en fait, ils ont lancé leur activité. Certes, ils avaient un stock, mais ils ont lancé leur activité. Quelqu'un, en fait, qui se lance maintenant devra donc avoir une cible et un persona bien précis. Donc, quelle est la personne qui a un problème? Quels sont ses problèmes? Lister ses peurs, ses problèmes et se focuser là-dessus. Par exemple, tiens, un exemple simple, je crois que c'est Linkfluent. C'est un gars, en fait, qui s'est spécialisé dans tout ce qui est LinkedIn. Et donc, en fait, son blog, c'est sur LinkedIn. Tu vois, sur ses contenus, c'est que des contenus sur comment faire sur LinkedIn, ceci, cela. Il fait énormément de visibilité sur LinkedIn. Il partage des contenus, etc., etc. Un autre que tu connais, hein, notre coach commercial, Jean-Philippe Jean-Pascal Mollet. Jean-Pascal Mollet, voilà. Tu vois, lui, Jean-Pascal Mollet, parce qu'il y a Jean-Philippe Punier aussi qui est très bon. Donc, ils sont deux. Lui, il est au pull rose. Et voilà. Et donc, en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de site, il n'a pas de blog. Par contre, il a une communauté LinkedIn. Il crée de l'attachement, il crée du relationnel sur LinkedIn. Il a fait quelques vidéos YouTube, mais c'est pas du tout son truc. Et il a réussi à capter ça. Donc, il faut choisir ta plateforme, être super présent, savoir comment tu vas l'exploiter au maximum. Le blogging, c'est bien, mais c'est juste un aspect. Tu as plein de gens aussi qui réussissent uniquement avec du Facebook Ads. T'as juste besoin d'avoir une page de vente et bien maîtriser Facebook Ads. Donc, LinkedIn, on en a parlé il y a 2 secondes. YouTube aussi, ça peut être une solution. Et en fait, il faut vraiment maintenant te dire quelle est la personne que je veux cibler, où elle est présente, comment je vais pouvoir la toucher. Et le blog est un des moyens. Moi, c'est celui que j'aime parce que j'aime bien écrire, j'aime bien faire du contenu, mais c'est pas le seul. Tu peux vraiment réussir même avec une simple page Facebook ou un groupe Facebook. C'est possible, à condition que tu arrives en fait à générer une communauté, etc. Un autre exemple, tiens, Antoine BM. C'est un exemple assez connu dans le domaine du blogging. Pourtant, c'est pas un blogueur. C'est vrai. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un YouTuber. Et il a créé des vidéos YouTube et beaucoup de vidéos YouTube. Alors, je crois que son challenge, c'était faire une vidéo tous les jours. Alors, bien sûr, ça, c'est un bon truc parce que YouTube, faut faire du volume. Faut que les gens regardent les vidéos longtemps et faut que tu sois bien référencé sur YouTube et également référencé sur Google. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois trouver de belles miniatures pour être visible. Tu dois trouver les mots-clés qui vont être proches en fait de ce qui va être tapé. Par exemple, tu peux mettre le nom de la vidéo qui arrive en premier quand tu tapes ton mot-clé. Par exemple, je sais pas, MLM. Tu tapes MLM, tu regardes quelle vidéo va arriver en premier et tu copie-colles le titre dans ton mot-clé et tu as une petite chance, pas une chance à 100%, mais une petite chance que dans les vidéos suggérées, tu apparaisses sur le côté. Donc toi, tu travailles tes trucs comme ça, tu as une belle miniature, les bons mots-clés, tu apparaîtras comme ça dans les miniatures. Si en fait tu as un temps de visionnage qui est important, des likes, des commentaires et tu réponds à tes commentaires, tu vas remonter. Par exemple, tu vois, je fais partie d'un pod WhatsApp où en fait on se partage en fait des contenus et on like, on commente nos contenus. Et je le fais également sur YouTube. Et le fait d'avoir comme ça une petite dizaine, une quinzaine de personnes dès le départ qui regardent la vidéo jusqu'au bout, qui like et qui font un commentaire, ça donne un petit coup de boost. Si après ta vidéo est bien conçue et que les gens restent longtemps, tu vas pouvoir être visible là-dessus. Donc en fait, tu as vraiment tout ce système-là qui est important de mettre en place.
Choisir les images, optimiser les contenus, c'est également important. Voilà. Donc, voilà, donc c'est pour dire que tu n'as pas qu'un seul canal. Le blog, c'est intéressant, mais tu peux aussi penser en multicanal. Bien, merci beaucoup, c'était très très riche, balayage dans l'histoire, et puis je pense que c'est une bonne conclusion qui, j'espère, donnera envie à ceux qui sont chez eux et se disent finalement, je pourrais faire comme lui et avoir ma deuxième roue qui permet quand même. Il faut être honnête, quand tu as plus Alors, ouais, de alors c'est vrai que j'ai capacité. pas répondu à cette question-là en détail. Alors, ça, c'est une question qui est importante. Parce qu'en fait, moi, tu vois, j'ai été consultant à temps plein pendant un certain temps, parce que j'ai eu des moments où on m'a dit, tiens, allez, je veux t'embaucher en tant que salarié, je veux pas t'avoir en tant que consultant, parce qu'en France, les gens aiment beaucoup avoir quelqu'un qui est à 100% avec eux, sur lesquels ils peuvent avoir une relation hiérarchique, etc. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi, j'ai pas, on m'a dit, non, mais Fred, non, et bosse avec nous, là, tu nous coûtes trop cher aux consultants. C'est aussi ce que j'avais eu. Bon, parce que me payer le même salaire net en tant que salarié, bon, pourquoi pas, si je peux encore en plus continuer mon petit business. Toi, dans mon contrat de travail, je mets bien que je peux bosser dans telle boîte. Par contre, donc voilà, si par exemple, vous êtes salarié, votre boulot, ça vous plaît moyennement, ou vous avez un peu de temps libre, alors il y a plusieurs manières de le faire. Alors déjà, ce que je vous conseille, c'est d'être discret, parce que normalement en France, un salarié doit être à 100% sur son business. Donc, et c'est toujours un petit peu mal vu, donc il faut pas trop en parler. Par contre, ce que tu peux faire, c'est essayer de trouver du temps pour se lancer en parallèle. Par exemple, moi, quand je voulais comme ça me lancer en parallèle, je faisais un truc simple, c'est-à-dire que un midi sur deux, je déjeunais avec un sandwich et je me mettais dans une salle de réunion loin de chez mes collègues. Et je disais non, mais j'ai un rendez-vous, j'ai une réunion où je vais bouffer à l'extérieur, enfin bref. Et voilà, j'emmenais mon PC dans mon sac à dos, je descendais de 2 étages, je me mettais dans une salle de réunion et je bossais sur mon projet. Donc, essayer de trouver du temps. Donc, en fait, tu dois trouver dans ta semaine des moments de temps libre que tu peux exploiter. La première chose que je recommanderais, c'est d'arrêter la télé. Moi, j'ai arrêté la télé il y a peut-être 10 ans, 15 ans, je sais même plus. Je regarde quasiment plus la télé. Et avant, pourtant, moi, j'étais un gros fan de télé. Et rien que de faire ça, tu vas récupérer les heures. Pareil, dans ta semaine, tu dois te dire, OK, quel créneau je peux réserver en fait à mon business. Et ça, c'est vraiment important. C'est la régularité qui va payer. Par exemple, tu vois, j'ai sorti le bouquin de Growth Hacking, j'en ai sorti un autre sur les chatbots. J'ai sorti aussi une formation vidéo sur le Growth Hacking, la V2, qui est sortie en 2020. Je me rends compte que ce qui marche le mieux, c'est faire des petits pas. Parce que quand tu vas te dire, je vais me réserver en fait des demi-journées, souvent elles ne sont pas super efficaces parce que tu vas faire un petit peu autre chose, parce que tu auras beaucoup de temps. Finalement, tu vas perdre du temps à faire des choses qui vont pas être efficaces. Et là, justement, il y a un autre bouquin qui est excellent qui s'appelle The One Thing, aller à l'essentiel. Et ça, si tu veux, j'en reviendrai juste après. C'est un bouquin essentiel à lire. Avec la semaine de 4 heures, c'est 2 bouquins essentiels qui sont à lire si tu veux réussir un business sur Internet. Mais bon, voilà, donc tu essayes de réserver des créneaux horaires dans ton temps, surtout en fait avoir une routine, qui est la clé et le succès, c'est la routine. Pourquoi moi, je continue encore et je marche encore après toutes ces années? Parce que j'ai une routine. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, j'ai pris l'habitude, voilà, je m'occupe de mes filles. Là, tu as vu la tête d'Anaïs qui était là il y a 2 secondes, c'est ma J'ai grande vu fille. passer, oui. Et donc, en fait, ouais, voilà, ouais, j'y sais rien. Et donc, c'est une belle salut. illustration de la double activité. Voilà. Ma fille Et aînée donc, en s'appelle fait, aussi Anaïs. donc moi, voilà. Et donc, je me dis, ben voilà, jusqu'à 21h30, c'est le temps des enfants. Et après ce temps-là, je le prends pour moi. Et après, je dis à ma femme, ben voilà, moi, il me faut du temps aussi pour bosser pour moi. Donc, des fois, je dis, ben non, moi, ce week-end, j'ai besoin d'une demi-journée, j'ai besoin de tant de temps. Donc, comme ça, avoir régulièrement du temps. Et le fait d'avoir un temps limité pour faire quelque chose, ça va t'obliger à speeder, ça va t'obliger en fait à compresser ton temps et être super efficace. Et la distraction, je dis toujours, c'est comme une envie de pisser. C'est-à-dire qu'en fait, t'es devant ton ordi, t'es en train de faire un truc et tu dis, oh, j'irais bien sur YouTube. Ah, tiens, j'irais bien sur tel truc, tel truc, tel truc. Et en fait, si tu arrives à te retenir ne serait-ce que 30 secondes, tu verras que ton envie d'aller sur YouTube, ton envie de prendre un café, ton envie d'aller manger du chocolat, ton envie d'aller voir tes collègues, elle va diminuer et tu vas continuer. Donc, c'est de travailler comme ça en temps compressé et c'est de faire le truc qui est le plus simple. Donc voilà, moi je recommande ça, c'est du temps dans la semaine, du temps le soir,
Tu vois, les distractions sont partout. Voilà. Et être focus. Et vraiment, c'est essentiel d'être focus, faire peu de choses mais bien. Et justement, il y a un autre bouquin qui est essentiel, qui s'appelle The One Thing, qui est vraiment un bouquin qui dit, OK, qu'est-ce qui est vraiment essentiel qui va vous permettre de faire la différence? Et ça, en fait, en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur, on a tendance parfois à se laisser voler notre temps ou maîtriser notre agenda par des collègues qui vont dire, tiens, tu peux venir à telle réunion, ah tiens, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça. Et moi, en plus, j'ai tendance à être super gentil et super agréable C'est dit et oui à à tout. aider les gens. Et moi, ça me fait plaisir d'aider les gens. Et en fait, tu te retrouves, tu te dis, ah mais j'ai rien fait de ma journée. Et combien de fois je vois avec mes collègues, même moi, avant, je disais, mais putain Fred, t'as rien fait de ta journée, t'avais dit de faire ça, ah je suis pas content. Et en fait là tu dis putain merde, comment je fais? Et en fait ce qu'il faut faire, c'est se définir pour la journée ou et pour la semaine et pour le mois et pour l'année, mais qu'est-ce qui compte vraiment? Et c'est un petit peu lié, tu vois, à la North Star métrique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Et donc en fait à ce moment-là tu vas te dire, ok, qu'est-ce qui fera vraiment la différence et qui fera que j'arriverai à booster mon activité? C'est peut-être pas travailler sur ma carte de visite, c'est peut-être pas travailler sur mon site internet, mais c'est peut-être plutôt aller trouver des clients, etc. Donc, the one thing, c'est dire qu'est-ce qui est essentiel et qui va me permettre de travailler. Et souvent, en fait, quand tu es dirigeant, manager, etc., tu dois te dire, mais si je venais de prendre le poste maintenant, qu'est-ce que je fais en priorité? Ou si je devais regarder ma semaine comme ça et me dire, mais qu'est-ce qui fera la différence? Et que moi, je vais vraiment booster mon business. Et c'est là que tu vas te dire, ah, mais il faut absolument que je fasse ça. Et là, tu vois ta liste tout doux, tu vois ce qui est vraiment essentiel à faire, mais non, mais c'est pas la même chose. Et donc, tu dois vraiment faire ce qui est essentiel. Et pareil, si vous voulez vous lancer, fixez-vous après des objectifs et des moyens. J'ai lu comme ça dans The One Thing, qui disait que on avait demandé à des étudiants qui passaient un diplôme aux États-Unis, je sais pas lequel, de se dire voilà, vous allez le premier groupe visualiser la réussite et qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous ayez votre bac, voilà, l'équivalent du bac. Et les autres, vous allez donc non seulement visualiser et voir comment vous allez y arriver, mais surtout vous allez écrire ce que vous devez faire pour y arriver. Et ils vont l'écrire. Et ces gens-là qui ont écrit les choses ont eu des résultats qui ont été largement supérieurs à l'autre type. Donc il faut non seulement dire je veux gagner par exemple X milliers d'euros, mais surtout comment je vais y arriver. Et moi je recommande vraiment de faire cet exercice-là parce que ça m'est arrivé longtemps en tant qu'entrepreneur avec mon petit business à côté, de me dire tiens j'aimerais bien faire 100 000 euros cette année. Et tu dis oh je vais faire 100 000 euros. Ouais. Puis tu le retrouves à la fin de l'année, tu as fait 40. Et tu dis, ah putain, ouais, mais l'année était vite et puis j'ai pas eu le temps de faire cela. Alors que tu dois dire, non, mais attends, tu veux faire 100, ok, ben alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là que tu commences à aligner les chiffres, tu dis, ben attends, je vais vendre cette formation, je vais vendre ceci, je vais vendre cela. Ah ouais, mais je vais pas y arriver. Mais comment je peux faire pour y arriver à ce moment-là? Et tu pars de ce résultat-là, final, et tu dois en fait découler tous les éléments. Et c'est comme ça que tu réussis. Par exemple, moi, comme je disais, quand je voulais me lancer en tant que consultant, je m'étais donné une deadline en disant, Fred, c'était à l'époque de l'an 2000 ou dans 2009 ou quelque chose comme ça. Où on me disait, voilà, Fred, il faut que tu te fasses 1500 balles par mois de chiffre d'affaires. À partir du moment où tu as fait 1500 balles de chiffre d'affaires tous les mois récurrents, à ce moment-là, tu peux lâcher ton taf. Parce que tu sais très bien que quand tu as fait à mi-temps ça et que tu fais après à plein temps, bah, tu vas pouvoir avoir un effet de levier. Voilà. Et c'est en disant, voilà, comment tu fais? Tu mets une deadline. Et l'autre point, pour lutter contre la procrastination, c'est de se mettre des deadlines justement et de se mettre des dates. Pourquoi aussi j'arrive toujours et je fais des choses, c'est qu'en fait, je mets parfois des horaires et des deadlines qui sont super short et qui t'obligent en fait à réussir. Parce qu'autrement, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas dire, ah ben, ah, je devais sortir mon produit le 15 janvier, oh, bon, je suis en retard, puis bon, non, mais je le ferai le 30. Et en fait, au contraire, il faut essayer de travailler en sprint. Et toi, il y a les habitudes. Et la même chose, c'est le sprint. Travailler pendant tes vacances, moi je l'ai fait pendant des années, et je le fais encore de temps en temps, c'est travailler en sprint. Donc tiens, voilà, j'ai besoin d'un sprint d'une semaine, de 3 jours, et je vais prendre 3 jours, mais pour bosser sur tel truc, et je vais essayer de cartonner, et je prévois en avance, voilà, ce que tu vas faire cette matinée-là, ce que tu vas faire cette matinée-là, ce que tu vas faire cet après-midi-là, tac, 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 tac. Et comme ça, si tu prévois en avance ton sprint et que tu avances, certes, tu vas pas réussir à faire la totalité, parce que généralement, il faut augmenter de 25% le temps accordé, mais au moins, tu vas faire une partie, tu auras planifié. Et avec ça, tu es sûr d'y arriver. Donc, habitude, sprint et prendre du temps. Moi, par exemple, pour être tout à fait honnête, ça m'arrive de temps en temps de prendre des jours de congé et aller au boulot.
mais le mettre dans une salle de réunion pour travailler, pour être tranquille, parce que quand tu es à la maison, quand tu es ailleurs, tu n'es pas dans l'esprit, et puis tu dis, tiens, je vais faire les courses, tiens, il y a quelqu'un qui arrive, et puis il y a ton voisin qui est là, puis il y a ta femme qui me dit, hey, tiens, tu peux pas aller à la poste comme tu es là? Je dis, mais attends, j'avais prévu de faire ça. Et c'est vrai que j'ai discuté encore il n'y a pas longtemps avec Frédéric Lyotard de Prospectif, qui est un réseau de dirigeants commerciaux externalisés. Et donc, en fait, il me disait, mais attends, quand sa femme qui travaille aux impôts, quelque chose comme ça, il disait, mais attends, est-ce que tu peux pas aller me chercher le colis à la poste? Et il disait, mais attends, tu sais que moi, mon heure, elle vaut 150 euros ou 200 euros, je sais pas ce qu'il disait. Si je vais à la poste, ça me coûte 200 balles. Et toi, en fait, il m'a dit, si tu y vas ou tu y vas pas, c'est pas le même résultat chaque année. Donc, en fait, c'est ça. Et le dernier point pour être passé en freelance, c'est de changer sa mentalité. Changer sa mentalité. Toi, il n'y a pas longtemps au bureau, il y avait un de mes collègues qui était salarié depuis des années. Il a bossé chez SFR, il a bossé donc chez Locan, etc. Il a monté sa boîte de consulting en tant que développeur. Et donc, en fait, il a commencé à monter sa boîte et puis il a bossé pour Locan en partie, puis d'autres grosses boîtes dans les assurances, de très grosses boîtes. Et on discutait un peu, je me dis, mais attends, mais arrête, t'es en train de faire une erreur là. T'es en train de travailler gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait, il dit ouais non mais je suis en train de me former puis j'ai travaillé sur tel truc etc. Bon mais je vous l'offre. Et puis il dit mais attends arrête. Maintenant tu n'es plus salarié de la boîte, tu travailles pour toi. Donc ton temps que tu dépenses, eh ben soit tu le factures, soit tu dis mais non mais je peux pas le faire. Et en fait il faut changer la mentalité de salarié qui est j'ai du temps. Et je dépense mon temps. En fait, ben, la boîte me paye pour mon temps, donc que ce soit du temps qui soit rentable ou du temps qui soit pas rentable, et ben, en fait, c'est du temps. C'est l'illusion du salariat. Ouais, et puis donc, il y a plein de gens qui se cassent la tête là-dessus parce que ils ont monté leur boîte et en fait, ils ne se rendent pas compte que leur temps, c'est de l'argent et qu'il va falloir l'optimiser. Et c'est vraiment un changement de mentalité qui est pas facile. Même moi, tu vois, à un moment donné, heureusement que j'ai The One Thing, comme je te disais, North Star Metrics qui me permettent en fait de me focuser. Mais parfois, toi, ça m'est arrivé ça m'arrive encore pour certains amis de me dire, tiens, bah ouais, on va faire un guest posting ou tiens, je vais participer à un bouquin parce que ça flatte un peu ton ego. Par exemple, faire une petite interview comme celle-là, bah, ça flatte un peu l'ego, dire ouais, c'est vachement sympa, etc. Mais en fait, tu dis, mais ok, ça va me générer combien de chiffre d'affaires tout ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Et ça, je peux pas répondre. Par contre, je peux dire que tu es bavard. Ah oui, oui. Et donc, un des trucs, c'est apprendre à dire non, même au bureau et même à titre perso, apprendre à dire non. Et puis, il y a un petit exercice simple. Si vous êtes comme moi et que vous avez un petit peu de mal, apprenez à dire non dans la vie du quotidien. C'est-à-dire que quand vous allez au magasin, dites-vous, tiens, je vais dire non à tout le monde. Vous allez au resto, voilà, une journée du non. Pas comme les enfants, je sais pas, moi ma fille elle a 2 ans, et des fois c'est non, 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 non. Là actuellement c'est plutôt oui, 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 mais t'as la période du non. Entraînez-vous à dire non. Et quand vous serez entraîné avec au marché, est-ce que vous voulez 1 kilo de patates? Non, pas comme ça, mais tu vois un peu le truc quoi. Merci beaucoup Fred, c'était un excellent résumé pour tous les gens qui veulent se lancer, que ce soit en blogging, en marketing de réseau, etc. On voit bien que cette capacité à changer et à être capable de gérer son temps pour faire ce qui est important est quelque chose qui est vraiment fondamental. Moi, je crois que ça va être le moment de dire oui, d'aller à la plage. Oui, bah là tu vois, alors là je peux pas déplacer mon écran, quoi que si, je vais peut-être pouvoir le déplacer. Allez, hop. Tu vois, là, ici, juste là, tu vois pas avec la lumière, mais on est à 150 mètres de la plage. Donc là, tu vois, si tu vois des arbres et en fait un peu plus loin, là tout loin, là, il y a la mer en fait à 150 mètres. Donc voilà. Ça va être la pause bien méritée. Voilà. Et un dernier point aussi, tiens, qui est important, c'est donc bien distinguer ses priorités en tant qu'entrepreneur, savoir qu'est-ce qui va vraiment rapporter, etc. Et c'est vraiment optimiser son temps et trouver le bon rythme. Voilà, le bon rythme aussi, c'est essentiel. Garder la motivation. Moi, je dis toujours que la motivation, c'est un peu comme dans les jeux Street Fighter et compagnie. Tu sais, t'as un karma, t'as une jauge. Et donc, il faut essayer de garder cette motivation importante. Alors, il y a plein de techniques. Et c'est vrai que moi, j'essaie en fait à chaque fois que je vais en fait me lancer le soir, parce que des fois, le soir, t'as passé ta journée au boulot, t'es coupé les mots, t'as pas forcément envie de faire quelque chose. Et ben, il faut te forcer. Et moi, ce que je fais, c'est que je me dis, tiens, allez, je regarde. Moi, j'aime bien regarder les films. Je regarde une petite bande-annonce de film où j'écoute une musique inspirante et après, tu dis, allez, stop,
ça a remis le niveau d'énergie à un bon niveau, et là, tac, tu te lances. Et le plus dur, en fait, c'est de se lancer. Quand vous êtes entrepreneur et que vous voulez, en fait, vous lancer sur une activité, le soir, vous allez, oh non, mais oh, j'ai pas le courage. Mais faites-le quand même. Essayez de vous forcer un peu, essayez de trouver des moyens qui vous redonnent de l'énergie. Ça peut être simplement une petite musique inspirante, vous mettre dans un bureau, fermer la porte, ou avoir. J'ai fait aussi à un moment donné la visualisation. Alors je trouve que ça donne des résultats, mais ça doit être amélioré. C'est-à-dire que tu mets au-dessus de ton bureau ou tu mets au fond d'écran un petit truc dont tu rêves, un petit cadeau que tu vas avoir. Et là, tu vois, ça te motive à agir. Là, on va en rester là sur le tableau de rêve qui est pas très loin, le mien est très très proche. Ah, ben montre-le-moi ton tableau de rêve là. Qu'est-ce Le que c'est tableau de rêve, c'est un voyage au Ah, le Japon? Japon. Ouais, d'aller faire un voyage au Japon. Bon, ça c'était plutôt pour déconner. L'abondance financière Alors, et je vois faire ce pas que très je bien ce veux. que c'est, mais C'est un intérieur d'avion privé. C'était. ah, Et puis avoir du temps avec qui je veux pour faire ce que je veux. C'est le tableau de rêve. Je ne sais pas si je parlerai un jour japonais couramment, parce que ça prend aussi de l'attention, ça prend de. Mais ça ben, je fait suis allé au partie des Japon il choses. y a 7 ans de ça. C'est un super pays, super dépaysant. Je pense que c'est le voyage le plus dépaysant que j'ai fait de ma vie. C'est le plus loin Après, culturellement, ouais. ouais. Puis les gens sont gentils. Après, en fait, enfin, c'est une culture qui est totalement différente. Et sincèrement, c'est un voyage à faire. Un voyage à faire. Et qui, c'est pas un voyage où tu reviens changer, mais bah tiens, allez, encore une dernière anecdote. Allez, ça va être marrant. La Donc en dernière, fait, hein. c'est la dernière. Donc je suis parti une dizaine de jours au Japon. Et donc, j'étais avec un pote, on a fait donc la tournée, etc. On allait un peu partout, Tokyo, Kyoto, etc. Et puis donc, c'est là que tu vois que les gens sont super gentils. Et donc, tu vois, on est, nous, Parisiens, on est un petit peu froid, machin, surtout, voilà. Et puis donc, on était de retour à Paris, et donc on se retrouve à l'aéroport. Et donc là, tu vois, on est, moi et mon pote avec nos valoches et tout ça, puis on voit une dame avec un enfant en bas âge, je crois qu'il y avait même un deuxième mot, mais son mari, ils étaient avec les grosses valoches. Puis j'ai dit, bon, allez, je prends votre valoche, tac, allez, je prends sa valoche, et puis on trace, quoi. À la parisienne, tu vois, il y en a là, qui courait derrière avec son et il dit, bah voilà, merci, allez, au revoir, quoi. Et puis Lana, elle me recourt après, elle me fait, merci beaucoup, parce que toi, tu fais beaucoup c'est pas des courbettes, mais des, je sais pas comment on pourrait dire T'inclines, ça, ouais. des remerciements. Ouais, et c'est vrai que au Japon, je commençais à le faire. Et puis là, en fait, on arrive, on prend le taxi et on se retrouve avec un taxi parisien. Mais vraiment, le mec qui conduisait comme un malade, qui disait, hé, connard, attention à ta bagnole. Et en fait, j'espère que vous avez du liquide parce que je prends pas les cartes de crédit. Et là, tu dis, oh putain, bienvenue en France. Et je me dis, les pauvres Japonais qui viennent en France et qui ont l'image de Paris romantique, Ouais, qui ça tombent doit sur être un rude, hein. Ça doit taxi être rude. pareil, ils doivent se dire, mais où je suis tombé, quoi. Ça doit être Voilà. Mais rude. donc, un très beau voyage. Bon, voilà, ça serait une belle conclusion. Des fois, c'est rude, mais ça peut être un beau voyage. Merci Fred d'avoir partagé tout ça et Allez, ta bye. riche expérience sur le web. Et puis je vais mettre fin à l'enregistrement. Et si vous êtes encore là après un tel partage, bah, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Et mettez-vous au boulot. Ciao.